Messieurs, merci tout d'abord pour votre venue aujourd'hui et également merci d'avoir rappelé l'impact du président Nicolas Sarkozy et des réformes qui ont été mises en place suite à la crise majeure financière qui a touché notre pays et plus globalement le monde en 2008. Plusieurs questions que je voulais vous poser. Donc déjà, la première, elle concerne peut-être une échelle de valeur, si cela est possible d'être faite. Est-ce qu'on peut faire une comparaison entre la crise financière de 2008 et la crise que nous vivons aujourd'hui à cause du Covid, de cette crise sanitaire? Est-ce qu'il est possible de faire un état des lieux aujourd'hui? Est-ce qu'on a aussi des projections, puisque cette crise, on le sait, n'est pas terminée et recommence d'ailleurs à toucher un certain nombre de pays dans le monde. Est-ce qu'on a cette possibilité aujourd'hui donc d'avoir ces projections et de pouvoir évaluer quel sera à terme l'impact de cette crise sanitaire sur les marchés financiers? Vous avez parlé de cette interconnexion entre les différents systèmes financiers. Est-ce que certains marchés en dehors de l'Union européenne ont un impact plus important que d'autres par rapport au marché financier? Et puis, puisqu'on parle beaucoup de la question européenne, notamment en matière financière, est-ce que l'Union européenne, finalement, est un rempart supplémentaire face à une crise financière? Est-ce qu'elle nous permet d'avoir des outils supplémentaires pour nous protéger d'une crise importante? Et puis, vous n'avez pas parlé des crypto-monnaies qui sont apparues depuis 2008. Est-ce que ces dernières ont aussi un impact? Est-ce que des modèles de résilience ont été construits par rapport à l'apparition de ces crypto-monnaies? Et est-ce qu'on doit s'inquiéter de leur impact sur le système financier? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée, sur l'évaluation de l'impact de la crise. Comme vous l'avez dit, dans d'autres pays, on voit que l'épidémie, la pandémie peut repartir, donc on reste extrêmement humble par rapport à ça, comme on l'a toujours été, quand on a compris que ce ne serait pas juste une vague pendant 3 mois, et puis après on repart comme avant, mais que ce serait autre chose. Là-dessus, je pense qu'on a démontré une capacité d'adaptation qui est nécessaire par rapport à une situation qui peut évoluer et essayer de minimiser les impacts déjà sur la vie courante et donc aussi la vie économique de mesures de restrictions sanitaires qui seraient jugées nécessaires pour endiguer la pandémie. Deuxième aspect, c'est quand même qu'il y a eu production en un temps absolument record de vaccins à grande échelle. Ça change évidemment la donne. C'est quelque chose où, au tout début de la pandémie, ce n'était pas envisageable. Donc là aussi, capacité d'adaptation et valorisation aussi rapide que possible de ces progrès. Derrière, pour les marchés financiers, si je reviens stricto sensu à ça, le choc qu'il y a eu, l'épisode difficile qu'il y a eu, s'est limité à 2 semaines, deuxième quinzaine de mars 2020. Depuis, je veux dire, il s'est adapté et il l'intègre et il le prend en compte. Ça a duré 2 semaines par la mobilisation extrêmement rapide des banques centrales, avec une coordination internationale qui a existé. Je dis ça, c'est quand on compare par rapport à 2008, c'est un des éléments différenciants majeurs. C'est une capacité de réaction rapide, coordonnée et significative. Voilà. Pour l'Europe, là aussi, la comparaison, à mon avis, est intéressante. Par rapport à une situation post-crise financière, crise de la zone euro, où vous avez eu une litanie de conseils européens chaque mois qui durait toute la nuit pour ne déboucher sur rien, ça a engendré une méfiance. Et ça a aggravé la situation, notamment la crise de la zone euro. Avant de déboucher sur des accords qui ont permis d'améliorer la situation, mais avec toujours le sentiment que c'était un peu contraint et forcé et pas assez. Là, nous avons eu l'inverse, une réaction rapide au niveau européen. Alors, rapide au niveau européen, ça veut dire qu'il faut quand même se coordonner à 27 et se mettre d'accord. Ça prend un petit peu de temps. C'est
plus rapide évidemment au niveau domestique. Mais le niveau européen a démontré sa capacité de faire, niveau rapide, et à un niveau qui était considéré comme suffisant. Les banques centrales ont été, elles, encore plus rapides, et ça, c'est sans doute aussi au fait qu'on a une banque centrale européenne, donc on n'en a qu'une, et les discussions ont lieu en leur sein. Donc ça, ce sont les éléments de comparaison qui sont très utiles, et en ce sens, je pense qu'on a su tirer les leçons de la crise financière en termes de gouvernance pour la réponse. Sur l'impact, vous avez les chiffres qui sont transmis par le gouvernement en termes de volumétrie des aides, en termes d'urgence, en termes de volumétrie des aides pour la relance de l'économie. Vous avez aussi beaucoup d'articles qui ont été publiés par les économistes qui sont divers et variés. Et je veux dire, c'est là où il faut être humble. C'est que vous n'avez pas un économiste qui a eu bon sur le taux de chômage. Là, il y avait unanimité dans l'erreur. Sauf le gouvernement qui était plus prudent. Mais c'était pas... Voilà, je ne dis pas que c'était fondé sur des modèles économiques, mais c'est juste pour dire... Quand il y a une crise, en général, les modèles du passé ne sont pas toujours exacts, parce qu'on a des ruptures. Là, le véritable enjeu, la véritable question de fond, c'est quelle rupture ça va apporter cette crise. Sans doute qu'il y en aura. Sans doute, comme l'a indiqué Denis Pau, l'utilisation, enfin le télétravail, l'utilisation encore accrue de modèles digitaux est source de peut-être plus de productivité, de meilleure efficience, c'est aussi source de risques cyber accrus. Voilà, qui rendent ça plus vulnérable. Sans doute que ça va amener une accélération dans la prise de conscience des grands enjeux de transition auxquels nous faisons face. Là, en période lendemain de Climate Finance Day et à l'approche de la COP26, évidemment, transition énergétique, mais aussi la transition digitale, et ce, à tout niveau. La petite PME qui n'avait pas de site internet, c'est basique, mais là, a compris que c'était peut-être utile. Tout ça nécessite beaucoup de moyens. Est-ce que pour autant, ça change les règles en termes de macroéconomie financière et de règles budgétaires? Ce sont des débats qui vont avoir lieu. Simplement, à un moment donné, et il y a des principes de base. C'est que l'argent, je ne vais pas paraphraser, mais il n'y a pas d'argent magique. En tout cas, à un moment donné, quand on le crée, il faut bien qu'il se retrouve quelque part. Sinon, ça, c'est une source certaine, à un moment donné, de crise financière. Donc, peut-être juste complément rapide. Non, excusez-moi. Sébastien Raspiller sur la comparaison, je crois qu'un point central concernant le secteur financier, c'est en 2008, le secteur financier a fait partie du problème, à l'origine de la crise, et amplifie le choc initial et le transmet à l'économie réelle. Dans la crise que l'on vient de vivre, c'est le phénomène inverse qui se passe. Et ça évidemment, on a coutume de dire, 2008, le système financier faisait partie du problème. En 2020, il fait partie de la solution. C'est une différence majeure. Deuxième chose, une différence très importante pour insister sur ce point, c'est la réaction des pouvoirs publics au sens large. Elle a été rapide, coordonnée, massive. Donc l'ampleur des soutiens de toute nature, y compris monétaires, est vraiment considérable pour permettre, mais à la mesure de l'ampleur du choc qui était inédit. Troisième élément, sur les conséquences, d'un point de vue macroéconomique, en tout cas pour l'économie française, la BCE publie des prévisions pour la zone euro. Nous en publions donc de façon indépendante pour l'économie française. On peut, sans rentrer dans les chiffres, on va retrouver le niveau d'activité qui prévalait avant la crise. Donc la prévision, c'est d'ici la fin de l'année. Et on retrouvera la tendance de croissance qui prévalait avant la crise à la fin de 2022. Donc on peut
il y a eu un choc énorme qui a été absorbé, traité. Je dirais, ça donne une idée aussi de la reprise, la vigueur de la reprise en cours. Et quand vous comparez avec le profil de croissance, et je parle que de cet aspect macroéconomique de la crise de 2008, elle s'est prolongée dans différentes formes. Il y a eu des répliques. Donc on est dans un contexte, je crois, différent. Après, il y a un certain nombre de sujets structurels qui n'ont pas disparu avec la crise et sur un plan macroéconomique et qui devront être traités en matière de croissance potentielle de l'économie française, en matière d'offres de travail, mais ces sujets qui ne sont pas nouveaux. Dernier point sur votre question sur alors je dirais pas les crypto-monnaies, mais les crypto-actifs, puisque comme vous le savez, du point de vue d'un banquier central, une monnaie a des attributs bien précis que n'ont pas les crypto-actifs, à commencer par la volatilité de leur cours. Alors c'est un effet de l'innovation financière, qui est en soi quelque chose de potentiellement positif pour le fonctionnement du système financier, notamment en termes d'efficacité. Maintenant, notre analyse, c'est que, comme avec toute innovation, il y a des effets positifs et puis des risques associés à ces innovations, et c'est le cas pour les crypto-actifs. Et donc, ça pose la question de leur encadrement. Et à ce stade, leur place dans le fonctionnement du système financier demeure limitée, même si il y a des phénomènes un peu spectaculaires et la couverture ou l'attention attachée à ces phénomènes est très forte. Ceci dit, il y a des développements qui peuvent devenir considérables, notamment s'ils sont portés en termes de cryptoactifs. Et concrètement, on a comme actifs d'investissement et de règlement, on appelle ça les stablecoins, donc des actifs avec différents dispositifs pour essayer de limiter leur volatilité. Évidemment, quand ces cryptoactifs sont portés par ce qu'on appelle les big tech, des acteurs majeurs, avec des centaines de millions de clients dès le démarrage, leur poids, leur place dans le système financier peut devenir très, très importante. Et un des problèmes qui est posé, c'est l'ancrage de ce sous-ensemble du système financier qui pourrait se développer au système financier traditionnel, régulé, et qui bénéficie d'une stabilité significative et qui repose sur la monnaie de banque centrale comme actif de règlement ultime. Et donc, à ce stade, la réponse à votre question, c'est un point d'attention. Il y a différentes réponses qui peuvent être apportées à ce phénomène pour faire en sorte qu'il se développe sans menacer la stabilité du système financier. C'est ce à quoi nous sommes attachés. Et la première réponse, c'est une réponse réglementaire. Elle est en cours en Europe, qui a pris des initiatives. C'est le projet MiCA et le projet DORA, de règlement de la Commission. Il y a une coordination et une réflexion importante au niveau international. Il y a d'autres types de réponses qui peuvent être apportées de la part, je dirais, ces cryptoactifs se développent du fait de nouvelles demandes de la part des consommateurs que nous pouvons être par ailleurs de services financiers qui n'est pas nécessairement bien satisfaite. Et je dirais, les acteurs installés peuvent aussi prendre des initiatives et qui sont réguliers pour répondre à cette demande. Et donc ça peut être une réponse. Et en Europe, il y a des projets importants, et notamment un projet porté par un consortium de banques européennes pour développer de nouveaux services, qui s'appelle le projet EPI. Et puis une troisième réponse potentielle, possible, c'est l'émission par la Banque centrale d'une forme digitale de sa monnaie. Donc comme vous le savez, le Conseil des gouverneurs de la BCE a décidé de rentrer dans une phase d'investigation approfondie
des modalités que pourrait prendre une telle émission. Il n'a pas encore décidé de le faire, mais ça vous donne une vue de l'arsenal ou des différentes modalités de politique publique qui peuvent être et privées, de réactions privées qui peuvent être mises en œuvre pour faire en sorte que ces innovations enrichissent en termes d'efficacité le système financier sans l'affaiblir en termes de risque et sans le déstabiliser.